Are you ready? The champ is here! If you're some man, give me a hell yeah. What the Rock is cooking. To be the man, you have to be the man. Big Papa Pump, it's your hookup. Flawless. Holler, if you ever. Rest in peace. Raw is Jericho. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Rob Break. Alors aujourd'hui, sachez que je dédie cet épisode de Rob Break à Vladimir Poutine. Parce que vous le savez, Rusev est aujourd'hui le nouveau champion des États-Unis. Bravo Rusev! Voilà. On peut l'applaudir, c'est un grand exploit, pas très étonnant. Un exploit que vous avez pu voir seulement sur le network, évidemment, gratuit, tout le mois de novembre. Et d'ailleurs, le network, on en parlera tout à l'heure et vous allez voir que ça va chauffer. Vince McMahon n'a qu'à bien se tenir. Alors avec moi, aujourd'hui, évidemment, les mêmes personnes que d'habitude. Vous les connaissez à présent, plus la peine de les présenter. Tout d'abord, bonjour Kevin. Eh ben, salut tout le monde, salut Vincent, salut Alex. Alors comment tu vas Kevin? Est-ce que tu es motivé parce que tu as vu les sujets, du moins le premier sujet qu'on a annoncé risque d'être chaud bouillant. Ah, ça va être chaud patate, mais comme d'habitude, on est prêt à discuter de tout ça, et en espérant que ça plaise aux auditeurs, et voilà. N'hésitez pas évidemment à réagir, vous aussi qui nous écoutez sur YouTube ou sur Facebook. Alors avec Kevin, vous l'avez compris, Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent, bonjour Kevin, puis bonjour aux auditeurs aussi. Alors est-ce que tu es prêt toi aussi? Ah bah moi prêt pour le premier, prêt pour le deuxième, prêt pour le troisième sujet, prêt pour tout ce que tu veux, tout ce que tu me proposes, moi ça me va. Oh. Ouais. Attention à ce que tu dis là parce que on verra plus tard. Eh bien écoutez, si tout le monde est prêt, si vous êtes prêts, si les auditeurs et les auditrices sont prêts et prêtes, et que je suis prêt, je pense qu'il est temps de lancer le premier sujet. Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Read my lips. You're fired. Eh bien ça y est, nous revoici dans Rob Break, premier sujet, et le premier sujet n'est évidemment pas dédié au network ni à Rusev, et pourtant on aurait aimé le faire tout de suite, mais non, on va prendre notre mal en patience, et ne vous en faites pas, vous écouterez tout à l'heure le main event du podcast, vous allez être satisfait. En attendant, nous on va parler de la Lucha Underground, avec un accent mi-espagnol, mi-je sais pas quoi, mais la Lucha Underground quand même. Alors on en a parlé dans le dernier épisode du podcast, l'épisode 4. La Lucha Underground est donc une nouvelle fédération qui a vu le jour sur El Rey Network, donc disponible uniquement sur ce network, donc pas en France évidemment. Un mélange entre ce qui se fait de mieux dans le catch indépendant américain et puis ce qui se fait de mieux au Mexique, principalement à la AAA. Donc le premier épisode c'était mercredi dernier, un épisode... Ouais, voilà. Pour ma part, je vais pas en dire trop pour le moment, je vais d'abord laisser Kevin ou Alexandre, je ne sais pas lequel des deux veut commencer à parler de la Lucha Underground, ce qu'il en a pensé, et s'il a aimé évidemment ce premier épisode, et ensuite évidemment moi, je vous donnerai aussi mon avis. Alors lequel de vous deux veut se lancer? Allez, vas-y Alex, c'est toi qui l'as le plus frais en tête. C'est moi qui l'ai le plus en tête et c'est moi qui ai pris le plus de notes peut-être aussi, je ne sais pas. Donc la Lucha Underground, alors déjà première chose qui m'a marqué c'est le format, c'est quand même le premier épisode fait 45 minutes. C'était assez court, c'est 3 matchs. J'ai été assez surpris de ça. Ça et la scène d'intro, c'est très cinématographique. Ça se sent derrière, il y a... C'est pas juste des fans de catch, il y a aussi un aspect différent dans le grain dans lequel c'est filmé. Il y a limite un côté jeu vidéo, l'intro ça faisait limite l'intro de Soul Calibur ou d'un Tekken. Et ça se voit aussi dans le ring. Il y a beaucoup de changements de caméra, beaucoup de changements de plans, différentes vues. Donc pour ça c'est assez surprenant, ça propose des choses différentes. À voir si par la suite je ferai une crise d'épilepsie dessus ou pas. Tu me diras, c'est moins dangereux que de faire des zooms et des dézooms sur le swing de Cesaro quand même. C'est pas faux. Ça donne assez la gerbe quand même. Exactement.
Après, pour ce qui est des matchs, le match d'ouverture, Chavo Guerrero, Blue Demon, j'ai pas grand chose à en dire. Enfin, le seul match vraiment dans la soirée, donc celui-là était premier, le second c'était Sexy Star contre Son of Havoc, qui était un peu rapide, mais ça a laissé place finalement au gros match de la soirée, Johnny Mundo, donc anciennement John Morrison, contre Prince Puma, qui était vraiment excellent. Et juste pour ça, ça vaut le coup de regarder. Surtout voilà, pour le format, pour la durée, pour ce que ça propose, c'est quand même différent. Donc c'était agréable pour un premier show. Voilà, donc toi, tu es satisfait de ce premier épisode. On en parlera, évidemment, tu nous donneras à nouveau ton avis au cours des prochains épisodes du podcast pour voir si tu aimes toujours ou non la Lucha Underground. Et si, eh bien, pourquoi pas, elle monte dans ton estime. À présent, Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce premier épisode? Ben moi, la Lucha Underground, comme je disais, j'étais un petit peu sceptique vu que le format me faisait penser à la Wrestling Society X et que le produit était vachement bancal. Maintenant, le contexte même de l'endroit où c'est enregistré me plaît beaucoup. C'est original. Enfin, on sent vraiment quartier mexicain où il faut pas trop traîner trop tard la nuit ou même dans la journée. Hein, c'est pas ce qui va se passer. Mais le produit en soi, je sais pas, entre les deux. C'est parce qu'ils essayent de faire un mélange de séries télé avec de catch. C'est assez bizarre comme concept. Bon, en même temps, c'est Robert Rodriguez aux commandes, donc il a peut-être voulu jouer là-dessus aussi. Les matchs en eux-mêmes, j'ai surtout retenu le main event entre Mundo et Prince Puma. Un gros main event, malgré le fait qu'on sent qu'il se donne pas à 100%. J'ai l'impression qu'ils veulent ressortir ce match-là plus tard, où les deux pourront se donner à fond, peut-être pour la ceinture, parce qu'il aura une ceinture tôt ou tard. Il y en a une de prévue, et comme c'est du taping, on sait déjà qui, je vais pas vous spoiler. Oui, voilà. Spoiler comme un con, mais pas de spoiler ici dans le podcast. Mais il y aura une ceinture dans les épisodes à venir. Le match en lui-même, je l'ai trouvé très bon. Bon, les commentateurs qui vantent le retour de Morrison, comme quoi ça fait 3 ans qu'il a pas été sur un ring. Bon, voilà, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi un petit peu. Hein. Les années 90 de la WWE où les autres personnes ne savaient pas ce qui se passait autour, c'est fini. Oui, c'est vrai. Et si on s'en tient vraiment au match, il est bon. Après, il y a un spot qui a été marquant, après que ce soit bien ou pas, c'est le spot sur la table. Personnellement, je l'ai pas trouvé utile. Moi non plus. Pareil. Alors, en soi, il est beau, mais je l'ai pas trouvé utile. Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire derrière, mais voilà quoi, c'est tout. Justement, pour ma part, ce que j'ai vu de la Lucha Underground, en effet, ça fait penser, comme vous le dites tous les deux, à une sorte de série. Les entre-matchs, tous les segments backstage sont simplement magnifiques. Il n'y a pas à dire, c'est parfait, c'est super bien tourné, super bien réalisé. Et il n'y a pas besoin. Il y a une scène avec Chavo Guerrero parce que Chavo perd son match et il est donc dans un vestiaire assez étrange quand même. Hein. C'est un vestiaire au coin de la rue. Et il y a l'autre qui lui parle et Chavo ne parle pas du tout. Et il suffit de le regarder, tu vois, pour quand même sentir une émotion, sentir un truc. Je trouve ça très bien fait. On voit aussi au niveau de l'annoncement des matchs que c'est fait pour un format télé, enfin style série télé. Ça c'est un peu casse-couille. Donc voilà, le gros point positif c'est cet aspect cinématographique qu'il nous offre. Par contre, pour moi, le gros point négatif pour le moment, ce sont les matchs. Tout simplement, j'étais déçu de l'intégralité de la qualité des matchs fournis dans ce premier épisode. Quand on voit le roster, enfin la line-up de ce premier épisode qui est vraiment excellente, et le main event moi m'a carrément déplu. Je suis vraiment resté sur ma faim. Quand tu vois que t'as Prince Puma, donc c'est-à-dire Ricochet, contre Johnny Mundo, c'est-à-dire John Morrison, on a deux mecs méga talentueux, reconnus un peu de partout dans le monde, et là ils nous font un match caca. C'est mauvais, c'est de la... Enfin, moi c'est mauvais, je me suis emmerdé devant ce match, je suis très déçu. Par contre, aussi, l'ending, parce que bon, là, spoiler ou pas, ça fait une semaine, les gars, fallait regarder le show, hein, faut pas se plaindre. L'ending avec l'autre, le general manager ou je sais pas quoi, là, qui vient avec son équipe pour défoncer la gueule des deux gars, c'est aussi utile que le spot sur la table.
On voit pas l'intérêt. Et je terminerai en disant que ce general manager, ce président, celui qui possède la lucha underground, ne sert quasiment à rien in-ring. C'est-à-dire qu'autant sur les promos backstage, il est intéressant. Par contre, sur les promos in-ring, il vend rien. Il est pas intéressant, il me fait chier, j'ai envie de lui faire bouffer sa mallette et son costard. Voilà. Ceci étant, je vais continuer à regarder la lucha underground parce que c'est le début. Non, mais pareil, mais Et parce que il y a un roster très intéressant et j'espère que sur les prochains épisodes, il y aura quelque chose de vraiment plus intéressant à voir. Faut évidemment leur laisser le temps de s'installer et peut-être qu'ils veulent pas commencer trop haut d'un coup et prendre tout doucement de l'assurance pour augmenter la qualité des matchs. Donc, Alors, je pense qu'on peut faire un avis général qui est un avis assez mitigé quand même pour ce premier épisode. Hein. Je vais vous laisser Alexandre, Kevin ce coup-ci, puis Alexandre, un petit dernier mot sur la lucha underground et puis on va enchaîner, on va parler de la WWE. Ben, moi maintenant j'attends de voir la suite, ce qu'ils vont proposer. Personnellement, j'ai regardé les spoilers des tappings et ça a l'air de s'annoncer pas mal. À voir derrière si vraiment ce sera bon, comme on peut le voir sur écrit par rapport aux résultats, mais ça à voir en tout cas. Puis pareil, si ça va tenir sur la durée aussi ce concept. Voilà. Et de ton côté, Alexandre? Pareil, un peu mitigé, mais disons que j'ai pris comme un premier épisode et une première tentative. Voilà, c'est quand même une fédération assez particulière. Et voir sur la durée, voir ce que Rodriguez Manette fait, c'est un peu ce que j'ai peur, c'est que ce soit une lubie et que ça passe un peu au bout d'un temps, qu'il fasse trop cinéma ou pas assez catch, ou voir comment il gère ça. Mais en tout cas, je donne la chance à la fédération parce que ça m'intéresse, parce qu'il y a un bon roster et parce qu'il y a du potentiel. Ah, donc évidemment, la lucha underground tous les mercredis sur LR Network, hein, si vous avez l'occasion de le voir, regardez. Nous, on en reparlera dans 2 épisodes hein, pour voir l'évolution, ce qui nous laisse 4 semaines de lucha underground avant d'en reparler. Et puis on fera à nouveau un petit bilan. N'hésitez pas vous aussi à commenter hein, si vous avez vu l'épisode 1 de la lucha underground, de nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous auriez aimé voir là-bas et ce que vous attendez de la fédération, évidemment. La lucha underground, c'est terminé. Je suis désolé. Hein. On va à présent passer à la WWE juste après ce petit jingle. Alors moi j'avais ce que j'avais dit lors des précédents podcasts, le format faisait penser à la Wrestling Society X et on va devoir couper parce qu'on sonne chez moi. Read my lips. You're fired. Eh bien ça y est, nous revoici dans Rob Break pour ce nouveau sujet dédié à la WWE. On va évidemment à présent parler de Hell in a Cell. Hell in a Cell tout d'abord 2014 et puis ensuite on parlera des Hell in a Cell en général, vous allez voir. Alors, on va faire un truc très simple, hein, on va chacun tour à tour donner notre avis général sur le pay-per-view et puis on va donner chacun un match que nous avons préféré et un match que nous avons détesté. On va commencer évidemment avec moi parce que j'ai envie de prendre les commandes de ce podcast. Alors, ce pay-per-view en général était assez bien, sans plus, vraiment moyen, il se regarde. C'est pas non plus le pay-per-view de l'année. Tu me diras, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé le pay-per-view de l'année pour la WWE. Mais bon, c'est pas grave. Le match que j'ai préféré, c'est évidemment Dolph Ziggler contre Cesaro, un 2 out of 3 falls match. Victoire de Dolph Ziggler 2-0 contre Cesaro. Évidemment triste de cette défaite humiliante pour notre ami suisse. Hein, comme quoi les Ricola, ça ne fait pas tout. Mais je suis content pour Ziggler quand même qui marque là une grosse victoire, hein, même si le match est assez court. Il arrive à battre Cesaro 2-0, donc c'est quand même très bien et ça va lui donner, je l'espère, de l'importance en tant que champion intercontinental. Quant au match que j'ai le plus détesté, non, quand même pas. Le match que j'ai le moins aimé, voilà, ce sera mieux, c'est évidemment Sheamus contre The Miz, tout simplement parce que Damien Mizdo aurait dû être à la place du Miz et remporter le titre. Quoique si c'est pour qu'après il le perde contre Rusev, Sheamus peut le garder. Donc voilà pour moi, je ne sais pas si Alexandre a envie de rajouter quelque chose. Bah, au sujet de ton match favori, j'ai exactement le même. Ziggler Cesaro était très bon, je dirais qu'il y a un seul point noir dans ce match, c'est vraiment la victoire 2-0 de Ziggler.
qui reste dommage pour Cesaro, qui reste l'un de mes catcheurs favoris. Donc voilà, mais après ce match était vraiment au top du top pour moi dans la soirée. Et pour ce qui est du match que j'ai le plus détesté, et je vais bien utiliser le terme détesté, ça a été le Hell in a Cell, Dean Ambrose, Seth Rollins. D'accord. Et allez, quand même là, je vais demander quand même pourquoi, parce que là, c'est quand même le match que tout le monde attendait. Seth Rollins contre Dean Ambrose. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Je pense que j'en attendais énormément et j'en ai eu très peu. Le démarrage sur l'eau de la cage, avec Dean Ambrose, j'avais les poils qui s'hérissaient, j'étais à fond dedans. Et jusqu'au moment où il y a eu la chute assez pathétique de Ambrose et Rollins, quand on sait qu'Ambrose vient de faire corps, et qu'il y a eu 5 minutes de civière derrière. Et voilà, quand on se refait le cinéma, on se souvient de Mankind Undertaker. Je m'attendais à voir un match comme ça. Je m'attendais, surtout avec la promo de Mick Foley quelques jours avant, de voir justement une chute de Dean Ambrose vraiment de haut. Je m'attendais à voir quand même aussi Seth Rollins se bagarrer un peu plus, et j'ai pas eu ni l'un ni l'autre. Et le match a duré aussi très peu de temps par rapport au Cena Orton. Il a duré 13 minutes 50 et des brouettes. Donc extrêmement déçu par ce match, alors qu'on avait deux talents bruts et qu'on pouvait faire beaucoup plus avec ça. Alors, et de ton côté, Kevin? Mais moi, de manière générale, le show en lui-même, c'est vrai que voilà, il se regarde, mais il est pas extraordinaire non plus. Hein. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent. Maintenant, si je devais choisir un match, c'est quand même, moi à l'inverse d'Alexandre, ce serait quand même le Ambrose Rollins, parce que c'est quand même un match que j'entendais beaucoup. Trop court, à mon goût. Trop court, mais dans l'ensemble, on va dire que c'est plus l'ambiance de pouvoir enfin les voir dans une cage pour cette année. Ambrose a été vachement dominant quand même dans le match. Et bon, après, mis à part la fin avec Bray Wyatt, que j'adore, mais la fin m'a gêné un petit peu, surtout que c'est une fin de feud entre Ambrose et Rollins. Ça m'a un peu gêné. C'est vrai que pour une fin, c'est assez étrange. Mais bon, au moins, on sait que Ambrose va aller sur une valeur sûre, hein, parce que Bray Wyatt, c'est quand même quelqu'un de sûr pour moi, donc ça lui garantit une feud intéressante par la suite. Donc bon, c'est vrai qu'ils auraient pu attendre un Raw pour le faire revenir, mais je pense que c'est plus marquant de le faire revenir. Enfin, bref, ton match... Après, le Raw était bien. Mauvais match. Plus mauvais match. Je me suis forcé à regarder les matchs de Diva. Les deux. Yes. Mal. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Et non, vraiment le Paige et Jelly, parce que je sais que ce sont deux très bonnes lutteuses. Et le match, voilà quoi, le match est terminé, j'ai fait tout ça pour ça en fait, parce que pareil, si je dis pas de bêtises, c'est plus ou moins une fin de feud entre les deux. Oui. Et ouais, ok, d'accord. Bon, c'est ça en fait. J'aurais même pas plus à en dire là-dessus, parce que j'ai vraiment été déçu du match. Je m'attendais à bien mieux de la part de ces deux divas. Alors qu'à l'inverse, juste un petit mot, j'ai trouvé que le Nikki Brie-Bella était pas mauvais. Hein. Je les ai regardés aussi, j'étais pas pour, mais le Nikki contre Brie était pas mauvais. Il y a des bons moves, mais... Le move, il est assez rude quand même. Hein. Le coup de genou de Nikki dans la tronche de Brie, il était violent. Hein. Donc, alors, comme on parle de violence, on va continuer de parler de Hell in a Cell. Hell in a Cell, donc c'est un pay-per-view qui a fait son apparition en 2009, mais attention, le premier Hell in a Cell match, évidemment, ne date pas de 2009. Vous savez peut-être, le premier match a eu lieu lors de Bad Blood 1997, c'était à Saint-Louis à l'époque. Shawn Michaels battait The Undertaker pour déterminer le nouvel aspirant au titre de la WWF lors du prochain Survivor Series. Donc 1997 évidemment, et les Survivor Series c'est aussi le prochain pay-per-view actuellement de la fédération, et donc coïncidence ici. Donc, depuis 1997, le Hell in a Cell a fait beaucoup de parcours. Il a évolué évidemment au fil des années, les enjeux n'ont jamais été les mêmes, et donc on va en parler un peu. On va demander à Alexandre, pour commencer, ce qu'il pense lui des Hell in a Cell, et comment il l'interprète le Hell in a Cell, et évidemment s'il a un match préféré, mais ça on en viendra tout à la fin. J'ai toujours adoré les Hell in a Cell.
j'aime les stipulations. À partir du moment où il y a une stipulation, je suis content, mais à l'UNSL, c'est assez particulier. J'ai toujours trouvé que l'ambiance était vraiment un peu comme cette Ronnie Disney Rose, c'est pour régler des rivalités qui ne peuvent pas être réglées ailleurs. C'est vraiment un peu comme le I Quit match, c'est là pour mettre un terme aux rivalités, c'est là pour mettre les catcheurs au bout de leur endurance, au bout de leur capacité, de leur violence, les mettre dans leur retranchement et voir lequel survivra et sortira vainqueur comme l'homme. Un peu cette impression de voir deux enfants rentrer et voir l'homme ressortir. Quand il arrive à sortir sur ses jambes, bien évidemment. Donc voilà, je les ai toujours perçus comme étant la fin de quelque chose. Vraiment là, il n'y a plus rien qui peut les contenir, on ne peut pas les mettre ailleurs. Bon, on va les foutre dans une cage et puis on va les laisser se démerder. Ok Alexandre, alors maintenant on va voir avec Kevin. Kevin, qu'est-ce que ça t'inspire, les Linocell? Ah ben moi c'est, comme Alexandre l'a bien résumé, pour moi c'est un match de fin de feud. Donc déjà mettre un pay-per-view tous les ans avec cette stipulation, non, voilà, non. Que les matchs soient bons ou pas, non. Parce que c'est censé arriver vraiment comme Alexandre disait, quand il n'y a plus d'autres possibilités, on les enferme dans une cage et ils se battent jusqu'à la mort et voilà. Après, bah, c'est vrai qu'au fil des années, il y en a eu des bons, des moins bons. Si je peux me permettre, moi, de donner un peu mes avis là-dessus. Ah bon, on garde ça pour après, Kevin. On va d'abord en parler du match en lui-même. Et puis après, évidemment, on fera une comparaison avec tout le monde. Match préféré et match qui nous ont déçus, évidemment. Donc c'est vrai que le match Hell in a Cell en lui-même, bah forcément avec la PGA Era qui est arrivée, on en est arrivé à un stade où c'est devenu un match en cage, mais où la violence et le sang déjà a été prohibé depuis un moment, mais même la violence en elle-même, ça commence à revenir là dernièrement. Mais pendant un moment, c'était assez lourd, quoi. Les matchs Hell in a Cell n'avaient plus vraiment d'intérêt. On nous les mettait à toutes les sauces. Oh, bah allez, tiens, c'est la fête, on sait pas quoi faire, on va mettre un petit Hell in a Cell. Je sais pas, c'est rigolo. Et puis en plus, ils ont placé la barre très haut dès le départ. Pour citer le Mankind Undertaker, mais même déjà Shawn Michaels Undertaker, le premier, il est resté dans l'histoire pour une bonne raison, c'est qu'il a vraiment marqué l'utilisation de la cage, le nouvel environnement, et au fur et à mesure avec d'autres catcheurs, ça a été de plus en plus difficile d'atteindre ce degré, donc ça a été en régressant, mais difficile d'atteindre ne serait-ce que le milieu. C'est difficile d'en arriver là. Alors justement, peut-être que quelqu'un sait à peu près là, comme ça rapidement, au niveau des statistiques, ce que ça donne, les Hell in a Cell. Combien on sont ressortis vivants déjà? Tous pour l'instant, à part peut-être le Big Boss Man, mais sinon ils l'ont changé entre temps. Il a été quand même pendu dans un Hell in a Cell, c'était assez particulier. J'ai justement quelques questions pour vous, après j'ai d'autres petites statistiques, mais quelques questions qui pourraient montrer si vous connaissez bien les Hell in a Cell ou pas. Déjà, qui selon vous a eu le plus de participation? Undertaker. J'aurais dit Triple H. Eh ben, c'est Undertaker avec 11 participations et 9 pour Triple H. Mais qui a le plus de victoires entre les deux? Ça, c'est la bonne question. Entre Triple H et Undertaker? Ouais. Ah, Triple H, encore une fois. The Authority, hein. Voilà. Ouais, voilà, Triple H, allez. Non, c'est l'Undertaker avec 7 victoires contre 6 pour Triple H. Oh. C'est pas ça qui l'ont fait perdre, en fait, l'Undertaker, ils en avaient marre qu'ils battent Triple H, en fait. C'était plus ou moins à WrestleMania 28, du coup, un peu. Quel a été le plus long et le plus court Hell in a Cell? Et la durée, si vous arrivez à la connaître. Ah, moi, le plus long, je le sais, je l'ai regardé tout à l'heure. Ça doit être Triple H contre Undertaker. Non. Non, c'est entre Triple H et Shawn Michaels à Bad Blood 2004. Oui, 47 minutes et 26 secondes. Un quart d'heure. Ouais. Et le plus court, c'est celui qui a pas été diffusé, ça. Celui qu'ils ont fait en dark match, là. Ouais, mais je compte pas les dark matchs. Ah, d'accord. Je l'ai pas vu. Donc, Alors, on a eu je sais que l'Undertaker Big Boss Man à WrestleMania 15, il était pas, non? Non, mais il y en a un qui est plus court. C'est le Kane contre Mankind, qui a duré 7 minutes 41. Le problème, c'est que c'est un match qui a pas eu de vainqueur. C'est un match nul. Donc, c'est discutable. Sinon, ce serait le Big Boss Man contre l'Undertaker en 9 minutes 48. Ok. Donc voilà.
Et une dernière petite question, la durée totale des Hell in a Cell. La durée Les totale de 29 l'intégralité du officiels. premier au dernier. 2 semaines. En comptant les 29 Hell in a Cell officiels. Ouais, on va dire. Allez, 1 semaine, ça me paraît déjà bien. Je sais pas, je vais regarder sur le network et je te dirai. Avant de la centrer, je vais donner le résultat. Ça équivaut à 633 minutes, soit 10h30 et 33 minutes. Wow, petit joueur. Non. Allez, petit joueur. Ouais, 1 semaine, j'étais pas loin. Voilà, ça va. Et après, pour donner quelques petites statistiques, donc par-ci par-là, le premier Hell in a Cell où il n'y a pas eu de sang, ça a été avec l'avènement des Hell in a Cell récents, donc c'était l'Undertaker contre CM Punk, qui était l'un des plus courts aussi, en 10 minutes, je l'avais noté quelque part, en 10 minutes 24 secondes. Le catcheur ayant le meilleur ratio en Hell in a Cell, sans compter ceux qui n'ont fait qu'un seul Hell in a Cell, comme Kurt Angle ou Brock Lesnar, c'est Batista, qui a 100% de victoire, et il a battu Triple H et l'Undertaker, avec une intervention de l'Undertaker. Mais il a battu les deux plus grands participants de Hell in a Cell. Vient ensuite Triple H avec 66%, l'Undertaker 64%, et CM Punk et Orton qui sont à 50% de victoire en Hell in a Cell, ce qui est quand même un ratio plutôt pas mal. Et au niveau des défaites, eh ben, c'est assez rigolo. On a Mick Foley en premier avec 2 nuls et 2 défaites. Stone Cold avec 1 nul et 1 défaite. Ryback avec 2 défaites et John Cena avec 1 victoire et 2 défaites. Donc il y a des trop mauvais participants en Hell in a Cell aussi. On a des très bons et des très mauvais. Et les dernières statistiques sont au niveau des changements de titre. Il y a eu 13 matchs de championnat. 9 matchs ont été gagnés par les champions en titre et seulement 4 ont été perdus. C'est l'Undertaker contre CM Punk et Orton et Cena qui ont eu lieu la même nuit. Donc si je dis pas de bêtises, à Hell in a Cell 2009. La seule nuit d'ailleurs où il y a eu 3 Hell in a Cell. Et ensuite ça a été CM Punk contre Ryback et Orton contre Daniel Bryan. Il n'y a eu que 4 changements de titre en Hell in a Cell. Alors justement, après tout ça, merci Alexandre évidemment, mais après tout ça, est-ce que, et on va terminer là-dessus, est-ce que vous avez un match favori et un match que vous auriez aimé effacer de votre mémoire? On va commencer avec Kevin, tiens. Rapidement. Moi déjà il y en a 2 que j'ai pas spécialement aimé. Donc un j'en ai parlé, on en a parlé vite fait, c'est Big Boss Man Undertaker. On m'a Hell in a Cell à WrestleMania. Même si je sais pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là niveau feud, le match en lui-même, voilà, il m'a pas. Le seul truc qui m'a marqué, c'est la porte des os du Bossman à la fin. C'est tout ce qui m'a marqué du match en fait. C'est normal. C'est peut-être fait pour aussi, hein, mais donc voilà. Et un autre que j'ai pas apprécié non plus, c'était le Punk contre Undertaker, mais plus les raisons du match. C'est-à-dire qu'on fait perdre Punk en 10 minutes parce qu'il a ouvert sa gueule et on lui fait perdre le titre. Bon. Certes, s'ils voulaient le punir, ils font ce qu'ils veulent, mais de là le faire perdre en 10 minutes dans un Hell in a Cell, je voyais pas trop l'intérêt non plus, quoi. Maintenant, dans ceux que j'ai bien aimé, il y a le Batista Triple H à Vengeance 2005. Ça a été un de ceux celui qui m'a plus marqué. C'était aussi au moment de l'avènement de Batista qui venait de se détacher de l'évolution, de gagner le titre contre Triple H à WrestleMania. Et on est arrivé en fin de feud entre les deux. Donc, on avait mis le Hell in a Cell en place. Le fameux Mankind Undertaker, voilà, juste, ce match est mythique, qu'on aime ou pas. Les chutes sont mythiques, les spots dans le ring après, pareil. C'est vraiment un match limite qui représente le Hell in a Cell. Et un dernier, j'en ai parlé, je l'ai vu tout à l'heure, malgré qu'il soit un peu long à regarder, c'est vrai, c'est le Shawn Michaels Triple H. On est quand même sur une fin de feud également donc c'était en 2004, de quasiment 2 ans entre les deux, même s'il y a eu des petites pauses entre deux, mais ils ont toujours été plus ou moins en rivalité depuis le retour de Michaels en 2002. Et ils finissent en beauté dans un bon match en 2004, avec de la violence, du storytelling, vraiment, vraiment sympa. Ouais. Et de ton côté, Alexandre, qu'est-ce que ça donne? Plutôt faire un résumé des matchs parce que il y en a certains qui se recoupent avec Kevin. Je vais plutôt en dire un peu plus, mais en allant un peu plus vite. Il y a forcément le Batista Triple H qui était assez intense. DX contre les McMahon et Big Show qui reste le plus drôle. Si vous voulez vraiment voir un Hell in a Cell drôle et brutal, il en fait partie. C'est pour moi le meilleur.
Taker Horton, qu'on a tendance à oublier, mais je l'ai revu récemment, il était très bon. Le Triple H Cactus Jack aussi, qui était voilà, quand Cactus Jack a dit enfin, l'Undertaker a pris cette réplique quand je vais avec quelqu'un dans les Hell in a Cell, je le rends célèbre. Moi personnellement, la réplique va plus à Cactus Jack parce qu'il a rendu Triple H célèbre avec ça, et l'Undertaker bien évidemment avec l'Undertaker Mankind qui reste pour moi le gigantesque. Mais l'un des plus brutaux qu'on a tendance à oublier, c'est aussi Lesnar Undertaker, qui était, je crois, le plus violent, le plus sanglant, parce que Undertaker pisse littéralement tout le long. Lesnar était très mauvais. Il fait vraiment un match comme il le fait maintenant, plus MMA. Il fait pas grand-chose, il fait quasiment pas de prise, c'est juste des coups. Mais le match, on est tellement dans ce match que je m'en fous, en fait. J'avoue que je m'en suis foutu. Un peu comme Triple H contre Shawn Michaels, où limite on s'en fiche que c'est un Hell in a Cell, c'est juste un match brutal hardcore et on est vraiment dedans. Enfin, moi j'étais dedans. Et je vais passer du coup à ceux que j'ai pas aimé, donc le Dean Ambrose Seth Rollins forcément, parce que je pensais à Undertaker Mankind et j'ai eu là le 7ème plus court Hell in a Cell. Et je me suis pas intéressé, mais il y en a un sur lequel j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est Triple H contre Undertaker à WrestleMania 28. Pour la simple et bonne raison que quand on a vu tous les Hell in a Cell avec ces deux catcheurs, on a vu ce qu'ils ont créé, on a vu l'héritage, on a vu le sang qu'ils ont versé, la sueur, les spots, tout ce qui s'est passé. Enfin, Triple H s'est retrouvé avec du feu, du sang, du barbelé, la cage pétée. Enfin, il a tout vécu là-dedans. L'Undertaker, il a failli pleurer sa maman quand il a failli tuer Mankind. Enfin, voilà, c'est... Et on voit un match qui est bateau, qui est très mal. J'ai l'impression de voir un match filmé parce que on voit toujours Shawn Michaels qui fait très c'est la fin d'une ère, frappe-le pas trop fort, attends, et puis après faire le même avec l'Undertaker, puis refaire avec Triple H. Et j'ai beaucoup de mal avec ce match. Il est très lent, il est trop. Ils ont voulu en faire beaucoup trop par rapport au storytelling et ça m'a passablement énervé. Donc, ok, voilà. Alors comme ça on voit vraiment que vous avez des avis différents. Vous aussi n'hésitez pas à dire quel est le Hell in a Cell que vous avez préféré et celui que vous avez moins aimé. Vous faites ça sur YouTube ou sur Facebook. Je vous rappelle youtube.com/RobBreakCatch tout attaché, et pour Facebook eh bien c'est pareil, sauf que c'est facebook.com/RobBreakCatch tout attaché. Alors eh bien c'est la fin de ce sujet. On va passer au dernier sujet de cet épisode. On s'en retrouve tout de suite, juste après ce jingle. Read my lips. You're fired. Eh bien, ça y est, nous revoici dans le dernier sujet de ce nouvel épisode de Rob Break. Je suis désolé, c'est déjà bientôt la fin, mais ce n'est pas encore la fin. C'est à présent le sujet Main Event. Au programme, vous l'avez compris au début du podcast, le WWE Network, et puis évidemment notre ami Rusev, notre ami russe, qui a remporté donc le titre des États-Unis sur le Network. Alors on va commencer tout d'abord par une simple question. Est-ce que le Network est un flop? Alors Kevin nous parlera tout à l'heure de ce qu'est le Network et s'il apprécie le Network, étant donné que monsieur a le Network. En attendant, est-ce que le Network est un flop ou non, étant donné qu'il y a beaucoup de gratuité, par exemple ce mois-ci avec l'intégralité du mois de novembre d'offertes, et puis la mise en place justement de matchs sur le Network, mais ça on en parlera après. Alors, on va commencer avec Alexandre. Est-ce que pour toi, le Network, c'est un flop? Alors, il faut savoir que je suis pas abonné au Network, pas encore. T'as pas cette chance, Est-ce que c'est un flop ou pas? J'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup d'offres promotionnelles et qu'ils en parlent énormément. On ne fait pas autant de pubs et autant de promotions s'il n'y a pas derrière... si derrière ils n'ont pas assez de clients. Je pense que par rapport à la quantité de données, d'émissions, de tout ce qu'ils proposent, ils ne doivent pas avoir assez de personnes qui signent au Network. Donc je pense qu'il y a un niveau flop. Maintenant, leur stratégie de rajouter des matchs, notamment des matchs de championnat des États-Unis, Rousseff, est-ce qu'ils vont faire ça plus régulièrement? Est-ce que ça va être sur des titres majeurs?
donc sur le titre de champion du monde de la WWE. Personnellement, ce serait pas une bonne idée pour moi. Ça risquerait de sectoriser les fans et au contraire de plus se dire bon, c'est pas cher 9$, mais j'ai pas envie de payer pour voir juste un match. Je préfère le voir après sur internet ou pas payer juste pour un match. Mais justement, on va s'étendre sur cette question justement des shows sur Network. Bon là, la gratuité de Survivor Series, et puis le fait aussi de faire une continuité sur le Network. On va rentrer un peu plus là-dedans juste après. Justement, Kevin va nous en parler justement du Network et il va nous dire s'il apprécie ou non. Ben, moi, le network, voilà, je me suis abonné là, il y a pas longtemps du tout. Oui. Donc, est-ce que c'est un flop? Il y a l'air qu'en tout cas la WWE est pas forcément contente du nombre d'abonnés. J'ai d'ailleurs des stats là sous les yeux. Le nombre d'abonnés au network fin septembre, il était à 731 000. C'est franchement pas énorme. Non. Pas énorme du tout. Pourtant, il y a un sacré contenu dessus. Moi personnellement, je me suis abonné, j'ai pas su par où commencer. Donc, il y a des points négatifs. Par exemple, le niveau du contenu, ça, ils vont pouvoir qu'en remettre dessus au fur et à mesure. Mais j'ai été un grand fan de la WCW à l'époque. Il y a seulement les Nitro de 1995 et 96. Bon, j'attends qu'ils mettent la suite. Parce que j'ai grandi avec les Nitro de 97, 98, enfin jusqu'à la fin. Et j'attends vraiment de pouvoir voir et revoir ces épisodes. Et c'est pareil pour Raw. Je prends l'année de référence 96 parce que je prépare une petite chronique là-dessus sur le Monday Night Wars. Il y a qu'un seul épisode de Raw de 96 en fait. C'est assez embêtant. On a tous les pay-per-views par contre. Que ce soit WWE, WCW, même ECW, on a tous les pay-per-views. ECW, pareil, les shows weekly s'arrêtent, alors je sais plus, c'est 95 ou quoi, mais on n'a pas ceux quand ils ont eu leur deal TV. Voilà, grosso modo, hein, pour ce que le network peut contenir, en plus de toutes leurs émissions qu'ils font à côté, les Countdown, Legend House, etc. Alors justement, est-ce que pour toi, le prix que tu payes, est-ce que tu trouves que le contenu est décevant par rapport au prix? Est-ce que justement toi tu expliquerais un probable flop à cause justement du contenu assez restreint encore et pas complet comme tu l'as dit? Bah moi non, justement depuis le début je trouve que c'est pas spécialement cher pour le contenu proposé. Il faut savoir que là concrètement j'en ai eu pour une 50aine d'euros pour les 6 mois. C'est quasiment le prix d'un seul pay-per-view si on veut le regarder tout seul, sous-entendu pas de stream ou pas de téléchargement illégal le lendemain. Mais voilà, c'est rien que pour ça, je trouve que c'est rentable. On a un pay-per-view à 9,99$ plus les Raw, les Mid-Event, tout ça directement, plus le contenu à la vidéothèque passé de la compagnie. Non, c'est pas cher. Maintenant, je pense qu'il y a un truc qui pousse les gens à ne pas s'abonner, c'est une histoire de téléchargement, des streams. Avant d'être abonné, je regardais les émissions sur un site de stream, du network. Voilà. Quand on voit ça, on se dit, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de payer pour avoir un truc que je peux avoir gratuitement. Mais sachez qu'il n'est pas bien de regarder des choses gratuitement. Voilà. Hein? Justement, en parlant de gratuité, bon, comme j'ai pas arrêté de le dire, hein, que le network est gratuit en novembre, on a donc Survivor Series 2 gratuit. Tout d'abord, concernant Survivor Series, est-ce que c'est dangereux qu'ils mettent des pay-per-view gratuitement? Ça veut dire que ils vont le mettre, ok? Ça veut dire que s'ils veulent accrocher des gens en offrant le pay-per-view, il va falloir que le pay-per-view soit explosif. Parce que si ils foirent le pay-per-view, ça veut dire que tout le monde va quitter le network. Donc c'est un peu le truc, c'est-à-dire que là j'ai le droit de voir un truc gratuit sur le network, je veux vraiment accrocher, il faut qu'on me vende un truc accrocheur. Donc question 1, est-ce que donc c'est pas dangereux de mettre les pay-per-view gratuits, du moins un pay-per-view? Et 2, est-ce que c'est pas dangereux aussi de faire des continuités de shows sur le network? Il faut noter aussi que beaucoup d'anglais sont
mécontents étant donné que eux n'ont toujours pas le network. Et ça me surprend d'ailleurs énormément que ce soit eux les derniers servis d'ailleurs. Parce que c'est un peu la première base étrangère, hein, l'Angleterre. Donc bon. Alexandre, tiens. Pour ce qui est du danger, enfin, moi personnellement, je vais faire un peu 36-15 ma vie. Avant, j'étais dans la vente, donc le commerce, tout ça, les offres, je connais un petit peu. Je perçois plus le côté surveillance risque comme étant, au-delà du fait que ce soit dangereux, que ce soit plus une offre promotionnelle pour accrocher les gens. On sait qu'il y a tout ce qui est pay-per-view gratuit. Enfin, pay-per-view, voilà, on paye 9,99 pour regarder les PPV, mais je pense qu'ils essayent d'accrocher pour tout ce qui est passé. Donc je pense pas que c'est quelque chose qui va perdurer, c'est vraiment une offre d'un coup. Et est-ce qu'ils feront un show explosif ou pas? Je pense déjà à un Bray Wyatt, Dean Ambrose sur la carte, ça le fait. À un Rusev qui a défendu son titre US, ça le fait. Enfin, il y a un Team Cena contre Team Authority. Parce que justement, excuse-moi, je te coupe juste en seconde parce que même si ça se fait qu'une fois, faut pas oublier que comme il est gratuit, il ne touche aucun dollar, ce qui fait qu'il faut que le pay-per-view soit explosif pour qu'ils éclatent sur les ventes. C'est ça aussi qu'il faut penser. Voilà. Après, ouais, bah pour ce qui est de la vente DVD, je connais pas actuellement leur quota de vente, j'ai pas de statistiques. Est-ce qu'ils en vendent beaucoup? Est-ce que ça va rebooster les ventes? Est-ce que le fait de proposer le network, ça va pas être une alternative au DVD à force? Ça reste à voir. Proposer des matchs de championnat, après, comme je disais tout à l'heure, c'est une bonne proposition pour eux. Est-ce que ce sera pour les fans? Est-ce que ce sera pour le public actuel de la WWE? Est-ce qu'ils auront envie de payer pour avoir des matchs de plus? Et est-ce que le public, qui est quand même plus jeune actuellement, voudra payer pour voir des épisodes de WCW Nitro ou la ECW ou d'autres choses? c'est vrai que c'est ça le problème. Ça a été bien étudié finalement. C'est plus du martelage 999 avec Hulk Hogan qui vient faire à peu près toutes les semaines et parler du cancer du sein, la lutte contre le cancer du sein. Ça. Donc oui, en fait, le network, c'est vrai que c'est principalement axé pour les personnes qui ont grandi dans les années 90. C'est pas vraiment pour les jeunes. C'est vrai que de toute façon, ça, moi, je le disais déjà quand ils ont lancé le network la première fois, que c'était un peu entre guillemets risqué parce que justement la clientèle est restreinte, hein, parce que les jeunes, en effet, n'ont pas vraiment envie de voir autre chose que ce qu'ils voient maintenant. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Donc voilà. Alors justement, Kevin, je vais te laisser réagir à ce sujet-là. Donc pour les mêmes questions hein, que pour Alex, est-ce que c'est dangereux de mettre des pay-per-view gratuits? Et puis, est-ce que c'est dangereux aussi de mettre des suites de main event uniquement sur les networks? Niveau du pay-per-view gratuit, comme disait un peu Alexandre, c'est les gens, de manière générale, à partir du moment où ils voient promo gratuit, ça attire l'œil. Après, ils tentent le coup, on verra si ça fonctionne ou pas. Comme tu dis, je suis d'accord, il faut que le pay-per-view derrière assure. Maintenant, la continuité des matchs sur les networks, ça m'emmerde concrètement. La TNA l'a fait à un moment quand ils avaient un show qui s'appelait Réaction, où ils nous coupaient systématiquement la fin des main events de Impact pour mettre la fin dans le show Réaction. Je trouvais ça totalement à chier, inutile. Tout ce qu'on veut, juste pour dire de regarder l'émission qui est après. Non, moi c'est pas ça qui me ferait m'abonner au network. Je me suis abonné en tant que fan ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis fan de catch. Je me suis abonné au network pour pouvoir revoir des choses du passé, pas pour avoir le produit actuel ou les pay-per-view à 9,99, hein, concrètement. Donc toi, je veux dire quand en gros c'est terminé, t'as pas dit oh putain faut que j'aille sur le network regarder Rusev qui va pas de Sheamus. Non, clairement pas. Ok, donc alors après avoir vu chacun de vos avis, évidemment vous aussi auditeurs auditrices, n'hésitez pas à donner encore une fois vos avis sur le network. Moi ce que je peux dire c'est que la seule raison en effet moi aussi qui me ferait m'abonner au network, c'est le fait de pouvoir revoir tranquillement les vieux shows. Principalement ce qui me tente le plus c'est quand même la ECW, même si la WCW m'intéresse et puis évidemment la WWF pardon. Je pense qu'il y a aussi des trucs encore plus vieux de disponibles sur le network. Il y a vraiment du potentiel, mais il faut en effet aimer ce qui est vintage. Il faut avoir le temps et surtout il faut avoir de quoi le regarder tranquillement. Moi par exemple ici j'ai une connexion de merde, c'est pour ça que je n'achète pas le network, vous voyez. Donc bon, sinon je l'achèterai sans problème. Le network c'est donc pas donné à tout le monde, hein. Tout le monde n'ira pas sur le network. Le fait de l'offrir gratuitement pendant un mois, c'est très bien. Il y en a qui vont y aller, ça veut pas dire qu'ils vont continuer.
Le fait de mettre Survivor Series gratuit, c'est logique, sinon tu mets pas le network gratuit tout le mois. Par contre, encore une fois, je pense qu'il va falloir que le show soit explosif pour qu'il récupère sur les ventes de DVD. Parce que pour le moment, les DVD existent toujours. Et puis, le fait de mettre des matchs sur le network, c'est bien, mais c'est chiant. C'est-à-dire que c'est bien pour le mec qui regarde Raw sur le network, à la base, lui il s'en fout. Par contre, c'est évidemment chiant pour ceux qui n'ont pas le network. Je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce qu'ils vont continuer? Je ne sais pas. Je n'espère pas, parce que déjà qu'il avait fait, c'était avec le WWE App, là, un truc comme ça, qui faisait des trucs comme ça, là, avec des segments spéciaux pour, si t'as l'application, tu peux voir, sinon, bah, tu l'as dans le cul. Donc voilà. Je sais pas trop comment ils vont continuer cette chose. Je sais pas s'ils vont continuer. Après, c'est sûr que c'est un moyen de faire adhérer des gens, de continuer les shows sur le network. C'est aussi un moyen de ne pas gagner de personnes, parce qu'il y en a certains qui vont dire, mais allez vous faire mettre, simplement, parce qu'ils vont pas en effet payer 9,99 simplement pour voir la suite d'Euro. Donc voilà. Donc évidemment, c'est une histoire à suivre. On verra ce que ça donne sur la suite. Et bien, je crois que c'est la fin du podcast aussi. Voilà. Je crois que c'est terminé. Ne pleurez pas. Cet épisode du podcast est terminé. On se retrouve évidemment dans 2 semaines. Vous avez vu comment j'ai bien coupé la fin du sujet là. Encore une fois, bravo à Rusev. Je dédicace vraiment cet épisode. Je dédicace vraiment cet épisode à Rusev, évidemment. Gérard Depardieu, si tu nous écoutes, c'est pour toi aussi. En tout cas, peut-être que Jack Swagger va revenir, on ne sait pas. Tiens, d'ailleurs, il est où Jack Swagger? Il est au placard avec Zack Ryder, sûrement. Et Kofi Kingston. Et entre parenthèses, avant de terminer vraiment ce podcast, vous avez vu que Xavier Woods, ils veulent le faire venir dans une nouvelle gimmick encore. Voilà, ouais. Le mec va venir dans un truc genre, c'est un pasteur ou je sais pas quoi. Déjà qu'avec Adam Rose, ils arrivent pas à le faire monter, il y a que le Bunny qui cartonne. J'ai du mal à voir Xavier Woods en pasteur faire alléluia, tu vois, un truc comme ça, là, déguisé et tout. Pourtant Xavier Woods a autant de talent que Adam Rose. Et pourtant, il va faire un flop comme Adam Rose. Voilà. C'est bien dommage. Comment? Au moins, ils ont tout en commun. Oui, bah voilà, au pire, ils feront comme Zack Ryder, ensuite, ils passeront 1 à 1 entre les bras de Rusev, et puis là, hop, allez, next! En tout cas, il ne reste plus qu'à Bolive, parce que sinon, on est pas dans la merde, je vous le dis. Surtout qu'il est blessé, pauvre Pecho. Oui, c'est vrai, le pauvre. Bon, on pense à toi, on dédicace aussi cet épisode, Beau Dallas. Et évidemment, on ne va pas se quitter sans l'agenda, parce que l'agenda c'est important, il se passe des choses en France. Alors on va commencer avec l'agenda de novembre. Alors évidemment, il y a des dates qui sont déjà passées, mais c'est pas grave. Donc le 1er novembre, certains d'entre vous ont pu assister à un stage de catch avec Tristan Archer dans le 62 à Béthune. Le lendemain, donc le 2 novembre, pareil, vous aviez un stage de catch avec Tristan Archer, toujours le même, et toujours à Béthune dans le 62. Le 7 novembre, à présent, à Béziers, dans le 34, l'ABC organise son show. Et le même jour, en fait, la Wrestling Stars sera de passage à Dreux, dans le 28. Donc voilà, vous avez 2 possibilités le 7 novembre. De même, pour le 8, si vous êtes en Bretagne, vers Ploisne, je sais pas le dire, excusez-moi, dans le 22, eh bien, sachez que West Catch organise un show vraiment exceptionnel, parce qu'il y aura London et Kendrick. C'est vraiment une apparition... Voilà, moi si je pourrais y aller là, j'y cours tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes par là-bas. Si vous êtes toujours du côté de Béziers, eh bien sachez que le 8 novembre, vous pourrez assister à un stage de catch avec Claude Roca, une légende du catch française, et un des premiers coups de cœur de notre ami Tristan Archer. Le 9 novembre, toujours à Béziers, eh bien Claude Roca organise un autre stage de catch, donc toujours la même légende française évidemment. Le 9 novembre aussi, si vous êtes du côté de Nanterre dans le 92, eh bien sachez que l'APC organise son show mensuel. Enfin, le 15 novembre, l'ABCA organise à Beauvais dans le 60 son show pour son anniversaire. On continue évidemment avec le 29 novembre et la Wrestling Stars qui sera de passage à Montaureau, Fault Yon dans le 77. Donc si vous êtes par là-bas, n'hésitez pas à y aller. Et enfin, pour terminer ce mois de novembre, le 30 novembre, l'ACE sera à Épinay-sur-Orge dans le 91. Un petit avant-goût quand même de ce qui vous attend en décembre aussi. Le 5 décembre, le WLC sera à Essines dans le 33 en Gironde.
Le 6 décembre, l'ACE sera à Ville-l'Abbé dans le 91. Le lendemain, le 7 décembre, donc l'APC sera encore une fois à Nanterre dans le 92. Et enfin, c'est tout pour le moment. Le 13 décembre, la LNC sera à Tuquenieu dans le 54. Voilà, donc si vous avez la chance d'assister à un de ces shows, n'hésitez pas à nous le faire savoir et puis surtout à nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, on vous retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter les sujets, vous aussi, de ce podcast. N'hésitez pas, c'est aussi fait pour ça. C'est un podcast de fans, pour les fans, avec les fans. Nous, on vous réserve quelques surprises à venir. On se retrouve évidemment sur Facebook. www.facebook.com/RobBreakCatch, tout attaché. Vous faites entrer et vous nous likez. Vous partagez évidemment la page à vos amis. Vous partagez le podcast que vous retrouvez sur YouTube, youtube.com/RobBreakCatch, tout attaché là aussi. Donc on se retrouve dans 2 semaines. Merci à vous encore de nous écouter. Merci à Alexandre et merci à Kevin de m'avoir rejoint à nouveau dans cet épisode de Rob Break. Donc voilà, c'est terminé. On se retrouve très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Vive le catch. Ciao. Salut. À la prochaine! I am the best there is, the best there was, and the best there ever will be. What? Yes! Yes! Woo! Yes! Woo! What? Yes! Woo! 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 What? Woo! What? What's up with that? For the benefit of those with flash photography, would you please shut the hell